Imaginons que vous entrez dans une pièce où tous les regards sont braqués sur vous et où vous détenez le pouvoir d'influencer l'issue de n'importe quelle conversation. Visualisez cela. Vous guidez sans effort les discussions, laissant les autres non seulement d'accord avec vous, mais croyant véritablement en votre vision. Que diriez-vous si je vous disais que maîtriser cet art n'est pas réservé aux vendeurs ou aux politiciens? C'est une compétence ancrée dans une sagesse ancienne, le stoïcisme. Pensez à la dernière fois où quelqu'un a changé votre avis. Que se passerait-il si vous pouviez reproduire ce moment à volonté? L'esprit est un labyrinthe et, dans ses méandres, se cachent des secrets qui peuvent déverrouiller les portes de la persuasion. Vous avez la capacité de contrôler non seulement la situation qui vous entoure, mais aussi les pensées mêmes de ceux avec qui vous interagissez. Mais attention, ce n'est pas de la manipulation, c'est une connexion authentique. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous faites, peut être une marche vers l'influence. Pouvez-vous vous imaginer naviguant dans n'importe quelle conversation avec aisance, maniant les astuces psychologiques qui font en sorte que les gens restent accrochés à chacun de vos mots? Restez avec moi alors que nous dévoilons ces techniques puissantes, chacune un outil dans votre arsenal, prête à transformer la manière dont vous interagissez avec le monde. Votre voyage dans les profondeurs de la psychologie humaine commence maintenant. Principe de persuasion. Comprendre les fondements psychologiques de la prise de décision. Vous savez, quand je pense à la persuasion, je ne peux m'empêcher de plonger dans les bases psychologiques qui façonnent nos décisions. C'est fascinant de voir comment notre esprit fonctionne, n'est-ce pas? Nous avons souvent tendance à voir nos choix comme rationnels et bien réfléchis, mais en réalité, de nombreux facteurs, souvent inconscients, les influencent. Comprendre ces principes peut non seulement améliorer notre capacité à persuader les autres, mais aussi nous aider à reconnaître quand nous sommes nous-mêmes influencés. Il s'agit de puiser dans la psyché humaine et de réaliser que nous ne sommes pas toujours maîtres de nos choix. Un élément clé de la persuasion est la manière dont nous percevons l'information. Nos cerveaux sont câblés pour prendre des raccourcis, ce qui nous amène souvent à prendre des décisions basées sur des émotions, des biais et le cadre de l'information, plutôt que sur des faits froids et durs. Par exemple, quand nous sommes confrontés à une décision, nous avons tendance à nous fier davantage à la manière dont quelque chose nous est présenté qu'au contenu réel. C'est ici que l'art de la persuasion brille vraiment. Il s'agit de créer des messages qui résonnent avec les gens à un niveau plus profond, puisant dans leurs sentiments et leurs valeurs. De plus, la preuve sociale joue un rôle significatif dans nos prises de décision. Nous regardons souvent aux autres pour guider nos choix, en particulier dans des situations incertaines. Cela peut se manifester de différentes manières, de ce que nos amis achètent à la vérification des avis en ligne avant de faire un achat. Si un produit a beaucoup de retours positifs, nous sommes plus enclins à lui faire confiance. Comprendre ce principe peut nous aider à devenir des persuadeurs plus efficaces, car nous pouvons tirer parti de l'influence de la preuve sociale pour façonner les opinions et les comportements. Une autre chose que j'ai remarquée est l'importance de la cohérence dans nos croyances et nos actions. Une fois que nous nous engageons à quelque chose, nous avons tendance à nous y tenir, même si de nouvelles informations suggèrent que nous devrions changer d'avis. Ce principe peut être une arme à double tranchant, bien qu'il puisse nous aider à persuader les autres en les amenant à faire d'abord de petits engagements. Il peut aussi signifier que nous devenons résistants à changer d'avis plus tard. C'est un puissant rappel de la façon dont nos décisions sont souvent plus façonnées par nos choix passés que par de nouvelles preuves. Enfin, n'oublions pas le besoin humain de connexion. Établir un rapport et instaurer la confiance sont fondamentaux pour tout effort de persuasion. Lorsque les gens se sentent compris et valorisés,
ils sont beaucoup plus susceptibles d'être ouverts à l'influence. Cela souligne l'importance d'être authentique et empathique dans nos interactions. Lorsque nous prenons le temps d'écouter activement et de nous engager avec les autres, nous renforçons non seulement nos compétences en persuasion, mais aussi tissons des relations plus significatives. La règle de la réciprocité. Offrir quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Avez-vous remarqué à quel point le concept de réciprocité est puissant dans nos interactions quotidiennes? C'est presque instinctif, n'est-ce pas? Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous ressentons souvent le besoin de rendre l'appareil, même si nous ne le voulons pas nécessairement. Ce principe de réciprocité est un pilier de la communication persuasive, et il est fascinant de voir comment il se manifeste dans divers contextes. Imaginez que vous êtes à un événement de réseautage et que quelqu'un vous offre un échantillon gratuit de son produit. Immédiatement, vous ressentez un sentiment d'obligation, de jeter un œil à ce qu'il vend ou, au minimum, de participer à une conversation. C'est la règle de réciprocité en action. En offrant quelque chose de valeur à l'avance, cette personne a effectivement augmenté ses chances de recevoir quelque chose en retour. Votre attention, votre entreprise, ou même simplement votre bienveillance. Il est intéressant de voir comment ce principe peut être appliqué dans de nombreux scénarios différents. Pensez aux stratégies marketing qui offrent des essais gratuits ou des échantillons. Les entreprises savent qu'en donnant un peu, elles peuvent créer un sentiment d'endettement. Cela peut conduire à une augmentation des ventes, car les gens sont plus enclins à acheter le produit complet après l'avoir essayé gratuitement. C'est une tactique astucieuse qui joue sur nos normes sociales et nos attentes. Cependant, il est important d'aborder ce principe de manière éthique. Manipuler les sentiments d'obligation de quelqu'un peut avoir l'effet inverse et susciter du ressentiment. Au lieu de cela, des actes sincères de gentillesse et de générosité peuvent créer un cycle positif de réciprocité. Quand nous offrons de l'aide ou du soutien sans attendre quoi que ce soit en retour, nous favorisons la bienveillance et établissons des relations plus solides. Cela améliore notre pouvoir de persuasion et enrichit également nos vies. Dans mon expérience, comprendre la règle de réciprocité a transformé la manière dont j'interagis avec les autres. Je constate que lorsque j'aborde les conversations et les relations avec un cœur ouvert, en offrant soutien et gentillesse, je reçois souvent bien plus en retour. C'est un simple mais profond rappel de l'interconnexion de nos actions et de la manière dont, en donnant librement, nous invitons l'abondance dans nos vies. Le pouvoir de la rareté. Créer un sentiment d'urgence pour augmenter la valeur perçue. La rareté est un concept tellement captivant, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans l'idée que quelque chose est en quantité limitée qui augmente sa valeur perçue. C'est un déclencheur psychologique qui peut pousser les gens à agir rapidement, les amenant souvent à prendre des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas prises autrement. Lorsque nous percevons quelque chose comme rare, nous lui attribuons plus de signification, et c'est là que le pouvoir de la rareté entre en jeu. Pensez à ces publicités qui parlent d'offres limitées ou seulement quelques articles en stock. C'est une stratégie de marketing astucieuse qui fait appel à notre peur de manquer quelque chose. FOMO. Lorsque nous croyons que nous pourrions perdre la chance d'obtenir quelque chose de désirable, nous sommes plus enclins à agir impulsivement. Ce principe peut être incroyablement efficace pour persuader les autres, car il crée un sentiment d'urgence qui les pousse à prendre des décisions plus rapidement. Mais la rareté ne concerne pas seulement les quantités limitées, elle peut aussi s'appliquer au temps. Lorsque quelque chose est disponible pour une courte période, nous ressentons la pression de décider rapidement. C'est souvent le cas avec les ventes de billets, où les événements se vendent rapidement, laissant les potentiels participants se démener pour sécuriser leur place. Comprendre cette dynamique
peut nous aider à présenter efficacement nos idées et nos offres d'une manière qui capte l'attention et suscite l'action. Cela dit, il est essentiel d'utiliser le principe de la rareté de manière responsable. Manipuler les émotions des gens à travers une rareté fausse peut conduire à la méfiance et à un retour de flamme. Au lieu de cela, favoriser une rareté authentique peut accroître à la fois la valeur de ce que nous offrons et la confiance dans nos intentions. Lorsque les gens savent qu'il y a une vraie raison d'agir maintenant, ils sont plus susceptibles de répondre positivement. Dans ma propre expérience, j'ai vu comment le pouvoir de la rareté peut créer de l'excitation et de l'engagement dans divers contextes. Que ce soit une promotion à durée limitée ou un événement exclusif, exploiter le principe de la rareté m'a aidé à me connecter avec les autres et à inspirer l'action. C'est une fascinante interaction entre psychologie et marketing qui souligne l'importance du timing et de la présentation dans la communication persuasive. Conformité sociale. Utiliser la pression de groupe pour façonner comportement et opinion. La conformité sociale est un concept qui m'intrigue souvent. C'est remarquable de voir à quel point notre comportement et nos opinions peuvent être influencés par les groupes avec lesquels nous nous associons. Nous avons ce désir inné de nous intégrer et d'être acceptés, ce qui peut parfois nous amener à nous conformer aux croyances et aux actions de ceux qui nous entourent. Comprendre cette dynamique est crucial, surtout en matière de persuasion. Repensez à vos années scolaires. Combien de fois avez-vous suivi ce que vos amis pensaient, même si vous aviez des doutes? C'est un phénomène commun. Lorsque nous voyons d'autres embrasser une certaine idée ou un certain comportement, nous ressentons souvent une pression à nous conformer, même si cela entre en conflit avec nos croyances personnelles. C'est là que le pouvoir de la conformité sociale entre en jeu, façonnant nos choix de manière subtile mais profonde. Dans le marketing, ce principe est souvent exploité à travers des témoignages et des endorsements d'influenceurs. Lorsque nous voyons quelqu'un que nous admirons utiliser un produit ou recommander un service, nous sommes plus enclins à lui faire confiance et à l'envisager pour nous-mêmes. Nous regardons aux autres pour guider nos décisions, surtout dans des situations où nous nous sentons incertains. Cette dépendance à la preuve sociale peut être un puissant outil de persuasion, car elle crée un sentiment de validation pour nos choix. Cependant, ce n'est pas toujours une influence positive. La conformité peut conduire au groupthink, où la pensée critique et les opinions individuelles sont sacrifiées au nom de l'harmonie. Cela me rappelle l'importance de favoriser un environnement où les points de vue divers sont valorisés et encouragés. Bien que la conformité puisse être un outil utile en persuasion, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'accord collectif et l'expression individuelle. Dans ma propre vie, j'ai constaté qu'avoir conscience de la conformité sociale m'aide à naviguer plus efficacement face à la pression des pairs. J'ai appris à reconnaître quand je suis influencé par les autres et à évaluer si leurs croyances sont en accord avec mes valeurs. Cette prise de conscience m'a permis de faire des choix plus intentionnels et à renforcer ma capacité à persuader les autres en favorisant des connexions authentiques basées sur des valeurs partagées plutôt que sur une simple conformité. L'art de l'écoute active, établir un rapport et de l'empathie par l'attention et la compréhension. L'écoute active est une compétence inestimable qui est souvent négligée dans notre monde rapide. Nous sommes si habitués à multitâcher et à précipiter les conversations que nous oublions parfois le pouvoir d'écouter réellement une autre personne. Lorsque nous engageons une écoute active, nous montrons aux autres que nous valorisons leurs pensées et leurs sentiments, ce qui peut sensiblement améliorer notre capacité à persuader et à nous connecter. Lorsque je pratique l'écoute active, je fais un effort conscient pour être pleinement présent dans le moment. Cela signifie mettre de côté les distractions et me concentrer véritablement
sur ce que l'autre personne dit. C'est incroyable à quel point cet acte simple peut transformer une conversation. Lorsque les gens se sentent écoutés et compris, ils sont plus susceptibles de s'ouvrir et de partager leurs perspectives, ce qui crée un niveau de confiance et de rapport plus profond. Un des éléments clés de l'écoute active est de poser des questions ouvertes. Ces questions encouragent les autres à développer leurs pensées, menant à des discussions plus significatives. En faisant preuve d'une vraie curiosité à propos de leurs expériences et opinions, nous montrons que nous valorisons leurs contributions. Cela renforce non seulement la connexion, mais nous permet également d'adapter notre approche persuasive pour répondre à leurs besoins et désirs. De plus, refléter ce que nous avons entendu peut être un outil puissant dans l'écoute active. Lorsque nous paraphrasons ou résumons ce que l'autre personne a dit, nous validons leurs émotions et démontrons que nous sommes réellement engagés dans la conversation. Cette simple technique peut créer un sentiment d'empathie, faisant sentir aux autres qu'ils sont compris et appréciés, ce qui est crucial pour une persuasion efficace. Cadrer. L'importance de la présentation du message. Laissez-moi vous dire, le cadre est un outil puissant qui peut façonner notre perception d'un message. C'est fascinant de voir comment la même information peut être interprétée différemment selon la manière dont elle est présentée. Par exemple, si je dis « Vous avez 90% de chances de réussite », cela semble prometteur. Mais si je le cadre comme « Il y a 10% de chances d'échec », soudain, cela semble beaucoup moins attrayant. Ce n'est pas juste un truc. Cela fait appel à nos biais cognitifs et influence nos décisions de manière profonde. Je me souviens quand je devais choisir un plan d'assurance santé. La manière dont les options étaient à cadrer a joué un rôle énorme dans mon processus décisionnel. Un plan était présenté comme offrant une couverture complète, tandis qu'un autre était décrit comme offrant des prestations limitées. Même si les niveaux de couverture réels étaient comparables, le cadrage a fait paraître un plan significativement meilleur que l'autre. C'est incroyable de voir à quel point un simple changement de langage peut influencer les perceptions de manière si drastique. Le cadrage influence également nos émotions. Lorsqu'un message est encadré positivement, il tend à susciter des sentiments d'espoir et d'optimisme. À l'inverse, un cadre négatif peut provoquer de l'anxiété ou de la peur. Cette réponse émotionnelle peut nous inciter à prendre une décision ou à nous en éloigner. Par exemple, les marketeurs utilisent souvent un cadrage positif pour mettre en avant les bénéfices, rendant le public heureux à propos de ses choix. Tout repose sur le parcours émotionnel qu'ils nous font suivre durant le processus de prise de décision. En négociation, le cadrage peut être un facteur déterminant. La manière dont je présente ma position peut faciliter la coopération ou engendrer la résistance. Si je cadre ma demande d'une manière qui souligne les bénéfices mutuels, je suis plus susceptible d'obtenir une réponse favorable. En revanche, si je me présente comme conflictuel ou égoïste, les gens seront enclins à se braquer. Comprendre les subtilités du cadrage a fait une différence significative dans ma manière d'aborder les discussions et les négociations. En fin de compte, maîtriser l'art du cadrage nous permet de communiquer nos idées plus efficacement. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de clarté et de résonance. Le bon cadre peut éclairer la valeur de notre message et le rendre plus percutant pour les autres à un niveau plus profond. En étant attentifs à la manière dont nous présentons l'information, nous pouvons influencer les perceptions et favoriser une meilleure compréhension dans nos conversations. L'effet halo, des traits positifs, influençant l'évaluation globale. L'effet halo est l'un de ces phénomènes psychologiques qui peuvent vraiment avoir un impact positif ou négatif sur nos perceptions. C'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un de charmant et bien habillé. Il y a de fortes chances que vous pensiez également qu'il est intelligent et compétent. Cette tendance à laisser un trait positif occulter les autres
peut entraîner des biais considérables dans nos évaluations. J'ai observé cela dans divers aspects de la vie, des entretiens d'embauche aux relations personnelles. Dans mes propres expériences, j'ai remarqué comment l'effet halo peut créer un faux sentiment de sécurité. J'ai une fois travaillé avec un collègue qui était incroyablement charismatique. Bien que j'admirais son énergie, j'ai ensuite découvert qu'il avait souvent tendance à couper les coins ronds dans son travail. Initialement, j'ai ignoré ses défauts parce que son charme créait un halo positif autour de lui. Cela m'a appris à être plus critique lorsque j'évaluais les gens et leurs capacités, plutôt que d'être emporté par des traits superficiels. L'effet halo s'étend également au-delà des individus vers les marques et les produits. Pensez-y. Un produit bien conçu ou une publicité accrocheuse peuvent nous amener à croire que la qualité est supérieure. J'en ai fait l'expérience moi-même, en achetant des articles parce que j'aimais leur marque, pour finalement constater qu'ils ne répondaient pas à leurs promesses. Reconnaître cette tendance m'aide à aborder mes décisions d'un œil plus scrutateur, plutôt que d'être influencé uniquement par des impressions initiales. Il est intéressant de voir comment l'effet halo peut également être utilisé stratégiquement. Si je veux construire une image positive, je peux me concentrer d'abord sur la mise en avant de mes points forts. Par exemple, si je fais une présentation, je mettrai en avant mon expertise et mes succès antérieurs immédiatement. En établissant cette impression positive, je crée un effet halo qui rend le public plus réceptif à mes idées par la suite. C'est une façon subtile, mais efficace d'améliorer ma persuasion. En fin de compte, être conscient de l'effet halo m'incite à réfléchir de manière critique à mes jugements. Cela me rappelle d'explorer plus en profondeur et de regarder au-delà de la surface. Bien qu'il soit naturel d'être influencé par des traits positifs, je m'efforce d'évaluer les gens et les situations de manière holistique, en tenant compte à la fois des forces et des faiblesses. Cette perspective équilibrée améliore non seulement mon processus décisionnel, mais cultive également des connexions plus significatives. Technique d'ancrage. Comment l'information initiale façonne les décisions. L'ancrage est un biais cognitif fascinant qui influence notre perception des chiffres et des options. Le premier morceau d'information que nous recevons peut établir un point d'ancrage mental qui influe sur nos décisions ultérieures. Par exemple, lorsque je rentre dans un magasin et que je vois d'abord un article à prix élevé, je pourrais percevoir les prix suivants comme plus raisonnables, même s'ils sont toujours coûteux. Cette exposition initiale crée un point de référence qui fausse ma perception de la valeur. Je me souviens avoir négocié un salaire pour un nouveau poste. L'entreprise a présenté son offre initiale qui est devenue mon ancre. Même si j'avais un chiffre différent en tête, le premier numéro qu'ils m'ont donné a influencé mes attentes. C'est un exemple classique de la manière dont l'ancrage peut conduire à des résultats sous-optimaux si nous ne sommes pas conscients de ses effets. Comprendre ce phénomène m'a rendu plus prudent sur la manière dont je façonne mes attentes dans les discussions. L'ancrage ne s'applique pas uniquement aux chiffres, il peut également concerner les idées et les concepts. Lorsque je présente une proposition, la manière dont je cadre ma suggestion initiale peut créer un point de référence pour la manière dont les autres perçoivent les idées suivantes. Si je commence avec une idée audacieuse, même si ce n'est pas ma proposition finale, cela peut établir la scène pour ce qui suit. Cette tactique peut être très efficace dans des conversations persuasives, tant que je reste authentique et que j'aligne ma proposition finale avec les besoins de mon auditoire. Dans la vie quotidienne, j'ai constaté à quel point l'ancrage impacte le comportement des consommateurs. Lors de l'achat, les détaillants utilisent souvent cette tactique en affichant un prix original plus élevé à côté d'un prix de vente. Le prix original sert d'encre, rendant la remise plus attrayante, même si le prix de vente est encore au-dessus de la valeur du marché.
Reconnaître cette stratégie m'a aidé à devenir un consommateur plus avisé, car j'essaie d'évaluer la vraie valeur d'un produit plutôt que de me laisser emporter par des économies perçues. Être conscient des techniques d'ancrage me permet d'aborder les décisions avec un esprit plus critique. Cela m'invite à questionner l'information présentée et à considérer si cela reflète vraiment la valeur ou n'est qu'une manipulation de la perception. Cette conscience me donne le pouvoir de prendre des décisions plus éclairées, que ce soit pour négocier un salaire, évaluer un produit ou participer à des discussions. L'importance du langage corporel. Signaux non-verbaux en persuasion. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la communication, souvent en transmettant plus que ne le feraient jamais les mots. J'ai appris que la manière dont je me tiens, mes gestes et même mes expressions faciales peuvent significativement influencer la manière dont mon message est reçu. Par exemple, maintenir un contact visuel peut signaler la confiance et la sincérité, tandis que des bras croisés peuvent indiquer de la défensivité ou le désaccord. Comprendre ces signaux non-verbaux a amélioré ma capacité à me connecter avec les autres et à transmettre mes intentions plus efficacement. Dans des contextes professionnels, j'ai été témoin de la manière dont le langage corporel peut soit renforcer, soit nuire à un message. Lors d'une présentation, si je fais preuve d'enthousiasme et d'ouverture dans ma posture, le public est plus susceptible de s'engager avec mes idées. En revanche, si je projette de la nervosité ou de l'inconfort, cela peut créer une barrière à une communication efficace. Cette réalisation m'a motivé à pratiquer mon langage corporel, en veillant à ce qu'il soit en harmonie avec le message que je souhaite transmettre. De plus, je suis devenu conscient des subtilités du mimétisme du langage corporel. Lorsque je mime inconsciemment les gestes ou la posture de quelqu'un, cela crée un sentiment de rapport et de connexion. J'ai remarqué que quand je mime les expressions d'un collègue lors d'une discussion, il semble plus réceptif et engagé. Cette technique favorise non seulement un environnement positif, mais améliore également l'impact persuasif de mon message. Un autre aspect du langage corporel que je trouve intriguant est sa variabilité culturelle. Différentes cultures ont des signaux non-verbaux distincts, et ce qui est acceptable dans un contexte peut être mal interprété dans un autre. J'ai appris à être conscient de ces différences, en particulier lorsque j'interagis avec des personnes de divers milieux. Cette conscience m'aide à naviguer plus efficacement dans les conversations et à éviter d'éventuels malentendus. En fin de compte, maîtriser le langage corporel concerne l'authenticité. Bien qu'il soit essentiel d'être attentif aux signaux non-verbaux, je m'efforce de rester authentique dans mes interactions. L'authenticité dans le langage corporel renforce mon message et bâtit la confiance avec les autres. En alignant mes paroles et mes actions, je peux créer un impact persuasif plus fort qui résonne avec ceux qui m'entourent, favorisant des connexions plus profondes et des conversations plus significatives. Le principe de cohérence. Encourager des engagements initiaux. Le principe de cohérence est un concept psychologique fascinant qui touche à notre désir inné d'aligner nos actions sur nos croyances. Une fois que je fais un engagement, qu'il soit grand ou petit, il y a une forte inclination à honorer cet engagement, même si les circonstances changent. Ce principe a des implications puissantes en matière de persuasion, car il peut être utilisé pour encourager les individus à faire des pas initiaux qui mènent à un engagement accru au fil du temps. J'ai constaté que demander de petits engagements peut ouvrir la voie à des engagements plus importants par la suite. Par exemple, si j'essaie de persuader un ami de se joindre à moi dans un défi de remise en forme, je pourrais commencer par les inviter à une seule séance d'entraînement. Une fois qu'ils acceptent et expérimentent les avantages, ils sont plus susceptibles de s'engager dans un programme à long terme. Cette approche graduelle exploite le principe de cohérence, car leur accord initial crée un précédent pour leur participation future.
Dans ma vie professionnelle, j'ai vu comment la cohérence peut être exploitée dans la dynamique d'équipe. Lorsque j'encourage les membres de l'équipe à contribuer avec leurs idées lors d'une session de brainstorming, leur contribution initiale crée un sentiment d'appropriation. Ils sont plus susceptibles de soutenir les décisions finales parce qu'ils ont déjà investi leur réflexion. Ce principe favorise la collaboration et l'adhésion, facilitant ainsi la mise en œuvre de changements par la suite. Fait intéressant, le principe de cohérence s'étend également aux engagements publics. Lorsque je déclare publiquement mes objectifs, je ressens un sentiment d'obligation accrue. Par exemple, partager mes intentions de courir un marathon sur les réseaux sociaux motive non seulement mon entraînement, mais invite également mon réseau à soutenir mon parcours. Cette pression externe peut être un puissant moteur, renforçant mon engagement à aller jusqu'au bout. Le pouvoir du récit. Avez-vous déjà remarqué à quel point une histoire bien racontée peut changer complètement votre perception d'une idée? C'est fascinant. Quand j'ai réalisé l'impact du récit, c'était comme si une ampoule s'allumait dans ma tête. Les histoires ont cette capacité magique de créer des connexions, d'évoquer des émotions et de simplifier des idées complexes. Pensez-y. Lorsque quelqu'un partage une expérience personnelle, vous n'entendez pas simplement des faits. Vous ressentez leurs émotions, marchez dans leurs chaussures, et souvent, vous vous trouvez à hocher la tête, à vous identifier à leur parcours. Dans les conversations, en particulier dans des contextes persuasifs, utiliser un récit peut considérablement renforcer votre message. Par exemple, lorsque j'essaie de convaincre un ami de l'importance de la conservation de l'environnement, je ne me contente pas de lui lancer des statistiques. Au lieu de cela, je partage une histoire sur une journée que j'ai passée dans la nature, sur sa beauté et sur ce que j'ai ressenti en voyant des déchets ruinant cette beauté. Cette touche personnelle captive leur attention et fait résonner le problème à un niveau plus profond. De plus, les histoires aident à simplifier des concepts complexes. Quand j'apprenais l'économie, j'ai eu du mal avec les théories, jusqu'à ce qu'un professeur les illustre par des exemples concrets. Au moment où il a commencé à tisser des histoires autour des principes économiques, tout a fait sens. Je pouvais visualiser les concepts, comprendre leur pertinence et m'en souvenir bien mieux que si je les avais simplement lus dans un manuel. Un autre aspect du pouvoir persuasif du récit est sa capacité à créer une expérience partagée. Lorsque je raconte une histoire, j'invite mon public à se joindre à moi dans cette expérience. C'est une manière de construire un rapport. Les gens sont plus susceptibles d'être persuadés lorsqu'ils se sentent connectés au conteur. Cette connexion favorise la confiance, et la confiance est un pilier de la persuasion. Enfin, le poids émotionnel qu'un récit porte peut faire toute la différence. Les émotions guident les décisions, souvent plus que la logique. Quand je partage une histoire chargée d'émotions, qu'il s'agisse de joie, de tristesse ou de triomphe, mon public est susceptible de ressentir ces émotions également. Cette expérience émotionnelle partagée peut conduire à une plus grande ouverture à mon message, le rendant d'autant plus persuasif. Technique pour établir une connexion émotionnelle. Maintenant, parlons de connexion émotionnelle. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Avez-vous déjà été dans une conversation où quelqu'un vous comprend vraiment? C'est comme s'il pouvait lire votre esprit ou ressentir ce que vous ressentez. C'est le pouvoir de la connexion émotionnelle, et c'est un outil crucial en persuasion. Lorsque je m'engage avec quelqu'un à un niveau émotionnel, je ne partage pas seulement des idées, je partage des sentiments, des aspirations et des vulnérabilités. Une technique que j'utilise souvent est de trouver un terrain d'entente. Lorsque je rencontre quelqu'un de nouveau, j'essaie d'identifier des expériences ou des sentiments partagés. Par exemple,
Si nous avons tous deux affronté des défis au travail, je pourrais partager une histoire personnelle sur une période où j'ai été en difficulté et comment j'ai surmonté cela. Cela construit non seulement un rapport, mais fait également que l'autre personne se sente compris et validé. De plus, montrer sa vulnérabilité peut être incroyablement puissant. Lorsque je partage mes propres luttes ou peurs, j'invite les autres à faire de même. Cette ouverture crée un espace sûr pour le dialogue. Et c'est dans cet espace que de véritables connexions émotionnelles se forgent. Les gens sont souvent plus enclins à écouter et à être persuadés lorsqu'ils ressentent une connexion sincère. Un autre aspect crucial est l'écoute active. Lorsque j'écoute attentivement les sentiments et les perspectives de quelqu'un, cela montre que j'apprécie leurs pensées. Cette validation peut mener à une connexion émotionnelle plus profonde. Je constate souvent qu'en réfléchissant à ce qu'ils ont partagé, je peux démontrer ma compréhension, ce qui les rend plus réceptifs à mes idées. Enfin, utiliser un langage chargé d'émotions peut renforcer la connexion. Lorsque je communique avec passion et authenticité, cela résonne avec les autres. J'ai constaté que lorsque j'exprime mes sentiments sur un sujet avec enthousiasme, cela inspire souvent les autres à ressentir de même. Cet état émotionnel partagé peut propulser mes efforts persuasifs à de nouveaux sommets. L'usage de l'autorité. L'autorité joue un rôle significatif dans la persuasion. Et c'est quelque chose que j'ai appris à reconnaître comme un outil vital dans mes interactions. Lorsque quelqu'un parle avec autorité, cela signale la crédibilité et l'expertise, ce qui peut influencer considérablement la manière dont leur message est reçu. J'ai vu cela à maintes reprises, que ce soit dans un cadre professionnel ou lors de conversations informelles. Lorsque je veux persuader quelqu'un, je fais souvent référence à des sources crédibles ou à des experts dans le domaine. Par exemple, si je parle de santé et de bien-être, je pourrais mentionner un nutritionniste respecté ou une étude récente publiée dans un journal réputé. En alignant mes arguments avec des voix autoritaires, je renforce ma crédibilité et rends mon argumentation plus convaincante. De plus, ma propre expertise peut conférer de l'autorité à mon message. J'ai appris que lorsque je partage mes expériences et mes connaissances sur un sujet, cela ajoute du poids à mes arguments. Les gens sont plus enclins à écouter et à accepter mes idées lorsqu'ils me perçoivent comme compétent. Cela ne signifie pas que je dois être un expert en tout, mais même une petite connaissance peut faire une grande différence dans l'établissement de l'autorité. Une autre tactique que j'ai trouvée efficace est de mettre en avant des qualifications ou des réalisations qui renforcent mon autorité. Quand je mentionne des compétences ou des expériences pertinentes, cela aide à instaurer la confiance. Par exemple, si je plaide en faveur d'une stratégie particulière dans mon lieu de travail, je pourrais partager mon expérience en gestion de projet pour démontrer ma compréhension du sujet. Enfin, il est important de se souvenir que l'autorité n'est pas seulement une question d'expertise. C'est aussi une question de confiance en soi. Lorsque je présente mes idées avec conviction, cela inspire confiance chez les autres. Ils sont plus susceptibles d'être persuadés lorsqu'ils voient que je crois sincèrement en ce que je dis. Ce mélange de crédibilité, de connaissance et de confiance crée une puissante force de persuasion. L'effet d'aimer. Plongeons dans l'effet d'aimer, qui est un autre facteur essentiel en persuasion. C'est simple. Les gens sont plus susceptibles d'être influencés par ceux qu'ils aiment. J'ai souvent constaté que ma capacité à me connecter avec les autres sur un plan personnel peut faire une différence immense lorsque j'essaie de les persuader. Construire des relations est essentiel, et cela nécessite un effort intentionnel. Une manière efficace de favoriser l'affection consiste à faire des compliments authentiques. Lorsque je reconnais quelque chose de positif chez quelqu'un, que ce soit leur éthique de travail, leur créativité ou même leur sens de l'humour, cela peut créer un lien immédiat.
J'ai remarqué que les gens réagissent positivement aux compliments, et cela donne le ton amical aux discussions ultérieures. De plus, trouver des intérêts communs peut être un excellent moyen d'accroître l'affection. Lorsque je découvre des hobbies ou des expériences partagées avec quelqu'un, cela crée un sentiment de camaraderie. Par exemple, si nous aimons tous deux la randonnée, je pourrais partager un sentier préféré ou un voyage mémorable. Cet enthousiasme partagé renforce non seulement notre connexion, mais rend également mes efforts persuasifs plus relatables et authentiques. Une autre stratégie est de faire preuve d'empathie et de compréhension. Lorsque je prends le temps d'écouter la perspective de quelqu'un et de valider ses sentiments, cela favorise un climat de confiance. Les gens sont plus susceptibles d'être persuadés lorsqu'ils se sentent compris et valorisés. J'ai constaté qu'en posant des questions ouvertes et en m'intéressant sincèrement à leurs réponses, je peux grandement renforcer ce rapport. Enfin, maintenir une attitude positive peut considérablement influencer l'effet d'aimer. Lorsque j'aborde les conversations avec enthousiasme et positivité, c'est contagieux. Les gens sont naturellement attirés par une énergie positive, et j'ai remarqué que cela les rend souvent plus réceptifs à mes idées. Enfin, la constance est cruciale pour établir l'affection. Je m'efforce d'être constant dans mes interactions, en restant fidèle à moi-même. Lorsque les gens voient que je suis fiable et digne de confiance, cela renforce notre relation, rendant plus facile l'acceptation de mes messages persuasifs. Stratégie de résolution de conflits. Naviguer dans les conflits peut être délicat, mais lorsqu'on les aborde avec les bonnes stratégies, cela peut aussi être une opportunité pour la persuasion. J'ai appris que des techniques de résolution de conflits efficaces peuvent non seulement aider à résoudre des désaccords, mais aussi influencer positivement les résultats. Lorsqu'un conflit se présente, j'essaie de garder mon calme et de me concentrer sur la recherche de points communs. Une technique que j'utilise souvent est l'écoute active. Lorsque quelqu'un est en colère ou n'est pas d'accord avec moi, je fais un effort conscient pour écouter ses préoccupations sans couper. Cela montre non seulement du respect, mais m'aide également à comprendre leur point de vue. J'ai constaté que lorsque les gens se sentent entendus, ils sont plus disposés à s'engager dans un dialogue constructif et à envisager mon point de vue. Une autre stratégie consiste à aborder le conflit avec un état d'esprit collaboratif. Au lieu de voir la situation comme un scénario gagnant-perdant, je le cadre comme une opportunité gagnant-gagnant. Je pose souvent des questions telles que « Comment pouvons-nous trouver une solution qui fonctionne pour nous deux ?» Cette approche collaborative encourage la communication ouverte et crée un sentiment de travail d'équipe, ce qui peut être persuasif en soi. De plus, j'essaie de rester calme et posé pendant les conflits. Les émotions peuvent être vives, mais j'ai remarqué que garder mon calme me permet de réfléchir plus clairement et d'articuler mes points plus efficacement. Quand je reste calme, cela incite souvent l'autre personne à faire de même, conduisant à une conversation plus productive. Enfin, exprimer de l'empathie et de la compréhension pendant les conflits peut être un véritable changeur de jeu. Je m'efforce de reconnaître les sentiments de l'autre personne et de valider ses préoccupations. Lorsqu'ils voient que je me soucie vraiment de leur perspective, cela adoucit souvent leur position et ouvre la porte au compromis. Cette approche empathique aide non seulement à résoudre le conflit, mais aussi à créer un environnement plus propice à la persuasion. Alors que nous concluons ce voyage dans l'art de la persuasion, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Comment utilisez-vous ces astuces psychologiques dans votre vie quotidienne? N'oubliez pas, maîtriser la persuasion n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de comprendre la nature humaine et de guider les interactions vers un bénéfice mutuel. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un sentiment d'accablement ou de perte de contrôle.
Comment les principes que nous avons discutés aujourd'hui pourraient-ils avoir modifié ces situations en votre faveur? Imaginez utiliser ces idées non seulement pour influencer les autres, mais aussi pour maintenir votre calme et votre clarté en tant que stoïque. Maintenant, je vous mets au défi. Cette semaine, essayez d'appliquer au moins une de ces techniques. Observez les réactions autour de vous. Cela a-t-il modifié la dynamique de vos conversations? Avez-vous remarqué un changement dans la façon dont vous ressentez le contrôle? Et n'oubliez pas, le stoïcisme nous apprend que le véritable pouvoir réside en nous. Ce n'est pas seulement une question d'influencer les autres, il s'agit de maîtriser nous-mêmes. Alors, comment allez-vous exploiter ces leçons à l'avenir? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos expériences. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'aperçus sur le stoïcisme et la croissance personnelle. Continuez à questionner, continuez à apprendre et, comme toujours, restez stoïque.